Bien, donc merci de votre présence pour ce conseil municipal dont la convocation a été adressée par lettre en date du 13 décembre avec l'envoi des documents préparatoires et supports. Je dois faire part d'un certain nombre de pouvoirs. Jean-Claude Dubos a donné pouvoir à Didier Comencas, Bernard Keller m'a donné pouvoir, Laurence Massette a donné pouvoir à Monique Combe, Fabien Desgriers a donné pouvoir à Benoît Gomez, Michel Nenadic a donné pouvoir à Maurice Bidouille et Michel Bastoul a donné pouvoir à Gilbert Agas. Je vous propose, si elle en est d'accord, de désigner Sylvie Bousquet, Madame Bousquet, comme secrétaire de séance. Vous acceptez? Merci. Bien, donc, avant de passer à l'ordre du jour, quelques éléments liminaires. Ben, le premier, c'est que pour un certain nombre d'entre nous, il s'agit du dernier conseil municipal. Certes, c'est le dernier conseil municipal du mandat, mais pour un certain nombre d'élus qui ont décidé de ne pas solliciter à nouveau le suffrage des Blagnacaises et des Blagnacais, c'est le dernier mandat. Je souhaiterais ici leur rendre hommage, leur dire merci. Vous le comprendrez, la première que je souhaite remercier, c'est Monique Combe. Monique Combe a fait 6 mandats à Blagnac, 6 mandats pendant lesquels elle s'est investie au service des Blagnacaises et des Blagnacais, 6 mandats où elle a eu en responsabilité la politique éducative, mais aussi celle de la petite enfance, à des moments aussi celle de la jeunesse. Et je pense effectivement que nombre de générations de parents d'élèves auront le souvenir de Monique. Moi, je pense effectivement qu'ensemble, et je parle au nom de l'ensemble du conseil municipal, j'aimerais qu'on lui rende effectivement hommage. Monique, merci. Je voudrais remercier aussi Jean-Paul Tégédor, qui, avec une interruption, a fait 5 mandats. Remercier aussi Bernard Keller, Maurice Bidouille, Françoise Folly, Bernard Loumagne, qui ont effectivement effectué 4 mandats, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition. L'essentiel, c'est d'être toujours au service des Blagnacaises et des Blagnacais. Et on est au service des Blagnacaises et des Blagnacais, que l'on soit dans la majorité ou dans l'opposition. Je voudrais aussi, bien sûr, remercier Denise Couffignal, Alain Rigou, Jean-Claude Dubos, Laurence Massette, Sylvie Bousquet et Michel Nenadic, qui, elles, ont réalisé 3 mandats au sein de ce conseil municipal. Christian Cortés et Benoît Gomez, qui ont fait 2 mandats, et Fabien Desgriers, qui a fait 1 mandat. Donc, à toutes et à tous, bien sûr, à mon nom, mais surtout au nom, je crois, de l'ensemble des conseillers municipaux qui sont là ce soir, je pense qu'il faut qu'on leur dise merci, merci pour leur engagement, merci pour ce que vous avez apporté à notre vie. Donc effectivement, je le disais, c'est le dernier conseil de ce mandat et je vais simplement avoir des propos liminaires pour évoquer un certain nombre d'événements qui sont produits. D'abord, effectivement, le 26 novembre, où nous avons eu le lancement des illuminations place de Catalogne. Comme vous le savez, chaque année, c'est dans un quartier différent de Blagnac que nous lançons les illuminations. Après Audi Sud, après les RAC, ben, c'est la place de Catalogne qui a été retenue pour cette 3e édition. Bien sûr, le lendemain, il y a eu le lancement des illuminations autour de l'église avec le marché de Noël. Marché de Noël qui continue à connaître toujours autant de croissance, autant de progression. Près de 60 000 visiteurs cette année. Et c'est vrai qu'il attire pas simplement des Blagnacaises et des Blagnacais, mais qu'aujourd'hui, les animations, la qualité aussi des stands qui sont là avec des artisans et des vrais artisans, fait qu'un certain nombre de Haut-Garonnais, je ne voudrais pas dire que des Toulousains, mais des Haut-Garonnais, prennent du plaisir à venir au marché de Blagnac. En plus, il y a eu la décoration des quartiers avec effectivement les sapins de Noël qui ont été mis partout. Et puis, lundi et mardi,
le traditionnel repas des aînés avec plus de 1200 personnes qui, effectivement, ont participé à ce repas des aînés. Là aussi, une manifestation régulière, mais qui est importante pour les aînés. Il est important pour eux de se retrouver, de pouvoir prendre ce moment et de passer ensemble ce repas et cet après-midi. Je voudrais revenir aussi sur une décision particulièrement importante. C'est la décision de Tisséo concernant la 3e ligne de métro. Lorsqu'il y a eu l'enquête publique qui a été lancée, il était prévu que la 3e ligne de métro soit en surface, en aérien, à hauteur de l'Erac. Ça a bien sûr amené les habitants de l'Erac à créer un collectif pour demander à ce que cette 3e ligne de métro soit enterrée, soit en tranchée couverte, soit en tunnel. Nous avons accompagné ce collectif dans les discussions avec Tisséo, comme le rapport d'enquête publique le préconisait, et au terme de ces échanges, au terme de ces travaux, la décision de Tisséo a été de déposer le dossier de projet avec un enfouissement qui est un enfouissement sur la totalité du trajet, et donc ce collectif a obtenu ce qu'il souhaitait au niveau de cet enfouissement. Ça montre effectivement que le travail en partenariat entre les représentants des habitants et l'ensemble des collectivités permet d'arriver, dans le cadre de la discussion, de la négociation, sans agressivité, sans remise en cause de la pertinence de la 3e ligne de métro, à arriver à des solutions qui apparaissent comme des solutions satisfaisantes. Je voudrais aussi simplement souligner ici la création d'une association de jeunes Blagnacais. Cette association s'appelle Local, L-E-O-K-L, tout simplement parce que nous en avions débattu ici, et nous leur avons mis à disposition un local à côté du terrain de boule face au bassin d'apprentissage. Et cette association va donc disposer d'un local pour avoir un espace pour que les jeunes des quartiers, mais pas que, puissent effectivement se retrouver de telle sorte que, plutôt que d'être sur un certain nombre d'espaces publics, ils aient un lieu dans lequel ils peuvent se retrouver. Et bien sûr, pour cela, nous les avons fait accompagner par l'association Vivre Ensemble et nous avons ici voté la subvention qui a permis à l'association Vivre Ensemble de les accompagner. Je voudrais remercier les agents de la ville qui, le week-end dernier, lorsque la Garonne a été capricieuse, qu'elle est montée soudainement, les agents de la ville ont été mobilisés. Ils ont été mobilisés toute la nuit pour mettre en route les pompes, pour être présents, pour assurer la sécurité des Blagnacaises et des Blagnacais de ce quartier, mais pas que. Et donc, je pense qu'en votre nom, je peux leur adresser mes remerciements pour leur investissement, leur implication, puisqu'ils ont été présents tout au long de la montée de la Garonne et jusqu'à ce que le risque soit définitivement écarté. Nous avons eu aussi l'arbre de Noël des agents de la ville, qui lui aussi a été un bon moment. Pour terminer, s'agissant du dernier mandat, je pense qu'en votre nom à tous, je peux effectivement remercier, ou je vous souhaiterais remercier, toutes celles et tous ceux qui s'investissent pour Blagnac. Remercier le travail qui a été fait par nos plus de 100 associations qui sont présentes tous les jours, qui offrent à nos concitoyens des services de proximité, de qualité. Et je pense effectivement que toutes celles et tous ceux qui ont siégé et qui siégeront peut-être en nouveau, mais dans tous les cas, celles et ceux qui ont siégé ici, je pense que je peux leur adresser, en votre nom à tous, des remerciements ainsi qu'aux instances de la démocratie participative qui, elles aussi, ont contribué au bon fonctionnement de la ville. Voilà donc ce que je voulais dire en propos liminaire, et puis je vais maintenant laisser la parole à celles et ceux qui souhaitent la prendre. Merci.
Monsieur le maire. Oui, monsieur le maire. Ben, écoutez, moi aussi pour ce dernier mandat, ce dernier conseil, pardon, je n'aurais pas dû dire ça. Allez, maintenant ça va se savoir. Pour ce dernier conseil du mandat, j'ai quelques remerciements à adresser au nom de tout le groupe et de tous les Blagnacais qui pensent comme nous. Je voudrais m'adresser d'abord aux collègues de notre groupe, auxquels j'associe bien sûr David Gerson, voilà, pour le travail qu'ils ont fait et les idées qu'ils ont portées. Vous en avez d'ailleurs repris quelques-unes. Voilà, ils ont toujours été très proches de la population, ils ont toujours écouté les Blagnacais, parlé avec eux. Cette proximité d'élus qui me semble essentielle, ils l'ont pratiquée au quotidien. Voilà, et je tenais à leur rendre hommage ici ce soir. Mes deuxièmes remerciements iront aux employés municipaux au sens large, et à certains en particulier, ils se reconnaîtront. On a la chance d'avoir à Blagnac des agents très impliqués, très conscients de la mission de service public qu'ils ont à faire, et c'est suffisamment important et peut-être rare, et ça mérite d'être signalé. Et je pense qu'ils n'ont pas toujours été, dans ce dernier mandat, toujours reconnus et récompensés comme ils le méritent. Quant à vous, monsieur le maire, vous auriez pu aussi vous remercier puisque vous avez fait 4 mandats. Mais je sais que votre modestie naturelle vous en a empêché, c'est certainement la raison. Quant à moi, j'aimerais pouvoir vous remercier au nom du groupe et des Blagnacais, mais franchement, ça ne me paraît pas possible. Depuis vous assurer l'intérim, suite à la démission de monsieur Keller, monsieur le maire Keller, élu par les Blagnacais, nous avons beaucoup de mal à trouver quelque chose de positif que vous auriez pu faire depuis 2 ans. Je ne vais pas tout redire ce soir, on l'a dit et redit, mais je ne peux pas, parce que ça nous préoccupe vraiment à tous, mais je ne peux pas ne pas citer votre fait d'armes le plus spectaculaire. Je veux parler de l'abandon de notre commissariat. J'ai bien dit abandon et mes mots sont pesés. Comment un maire, dont la première des fonctions, il me semble-t-il, de défendre sa ville et ses administrés, peut-il accepter que son commissariat, je dis bien son commissariat, c'est le nôtre, devienne un simple poste de police? Alors, je sais que vous m'avez expliqué que c'était mieux, que maintenant ils étaient à vélo, etc. Bon, comment peut-il accepter que le nombre de policiers sur la commune passe d'une 50aine à moins de 10? Une anecdote d'ailleurs, tenez, ne dites pas non, c'est la vérité. D'ailleurs, cette anecdote va le prouver. La maire de Colomiers, qui est en campagne électorale, se targue d'avoir pu faire venir sur sa commune, pendant son mandat, une 50aine de policiers supplémentaires. C'est un argument fort de sa campagne. Eh bien oui, c'est vrai. Sauf que ces policiers, ce sont les nôtres, ceux qui étaient chez nous à Blagnac. Alors, vous pouvez vous glorifier d'en avoir perdu 50. Je ne sais pas si ce sera un argument de votre campagne. Pour moi, c'est purement scandaleux et inadmissible. Alors qu'une ville comme Blagnac, qui compte plus de 25 000 habitants, qui a plus de 40 000 emplois, qui est reliée à la métropole par un tramway, donc un flux de personnes qui arrivent et qui repartent, nous sommes maintenant quasiment dans une zone hors police. Hormis, bien sûr, notre police municipale, à qui je rends hommage et qui a bien du mérite à faire le travail qu'elle a à faire, parce que c'est le sien, sa police de proximité, etc., et aussi pallier l'absence de policiers nationaux. Voilà, alors vous comprendrez que je parle de la fonction, je ne parle pas de l'homme, là. Nous ne pouvons pas vous adresser des remerciements, et je le regrette sincèrement parce que
Si j'avais pu vous adresser des remerciements, Blagnac se porterait peut-être mieux. Je vous remercie. Merci, M. Loumagne. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Mes chers collègues, bonsoir. Alors, excusez-moi, Bernard, excusez-moi, monsieur le maire, ce n'était que mon premier mandat, pas mon 4e. Donc, vous allez excuser peut-être mon inexpérience à ce niveau-là. Mais je voulais faire un petit peu le point de ce qui a été mon groupe, que j'ai présidé pendant toute cette mandature. Ça a été d'abord un honneur au départ, même si sur la fin, il y a eu des péripéties. Alors, je vais faire un petit jeu d'humour du fait que le dernier épisode de Star Wars est sorti. Certains de mes collègues sont partis du côté obscur de la Force. Bon, ça, c'est un petit coup d'humour. Mais voilà, je pense l'opposition est très importante dans une démocratie. On est là parce qu'on porte un projet au départ, mais on est là aussi pour nous opposer à certains projets, ou même parfois, s'il le faut, et je pense que mon groupe a fait preuve à ce niveau-là plusieurs fois, de pouvoir apporter aussi quelques propositions, comme l'armement de la police municipale, et aussi de savoir tirer un trait sur le passé, comme ça a été sur Aéroscopia sur le départ, parce que autant le financement, nous étions contre, la façon dont ça a été financé, autant sur le développement de ce musée, il était nécessaire pour notre ville, même si aujourd'hui je regrette que Blagnac ait payé autant pour qu'il soit parti assez rapidement à la métropole. Voilà. Donc, au prochain mandat, je serai peut-être de l'autre côté. Certains seront peut-être de l'autre côté aussi. Mais sachez, mes chers collègues de la majorité, que l'opposition, ce n'est pas une tare. Au contraire, c'est quelque chose de nécessaire, c'est quelque chose de bien. Et j'espère que ceux qui seront dans votre majorité, auquel cas ils ne seraient pas réélus dans la majorité la prochaine fois, eh bien, siègent en opposition et ne démissionnent pas directement après avoir été battus ou élus en tant que membres de l'opposition. Merci. Merci. Bon, M. Loumagne, on ne va pas refaire l'histoire. Vous le savez, la loi interdit la suppression d'un commissariat dans une ville qui est une ville-police. Donc vous rabâchez sans arrêt que le commissariat n'y en a plus. Vous le savez, le commissariat, il est là. Et vous commencez à rabâcher que les effectifs sont plus à Blagnac, qu'ils sont beaucoup plus présents qu'ils ne l'étaient antérieurement. Les statistiques le montrent. Oui, M. Loumagne, effectivement, les statistiques sont là. Le nombre d'interpellations est là. Et puis les Blagnacaises et les Blagnacais, ils voient les policiers, qu'ils ne voyaient pas quand, effectivement, les policiers étaient appelés ailleurs. Donc, bon, je vois effectivement que le ton sécuritaire de la campagne que vous portez va effectivement être donné, que vous êtes sur une démarche sécuritaire. Moi, je ne rentrerai pas dans la surenchère sécuritaire. Je ne rentrerai pas dans la surenchère sécuritaire. On a vu ce que ça donnait dans les villes dans lesquelles, effectivement, on a entendu en permanence plus de sécurité, plus de sécurité. Je me rends compte que la délinquance n'a pas baissé pour autant. Donc non, je pense qu'il y a d'autres façons de fonctionner, et dans tous les cas, c'est effectivement notre lot. Monsieur Gerson, c'est bien de faire l'histoire, mais il ne faut pas oublier dans quel groupe vous avez commencé à siéger. Vous n'avez pas commencé à siéger dans votre groupe. Il y a eu ensuite une dissolution du groupe. Vous étiez dans le groupe qui était le groupe, effectivement, pour les Blagnacais. Ça n'est qu'après que vous y avez été. Donc, je pense que quand on fait l'histoire, il faut la faire complètement, M. Gerson. Il faut la faire complètement. Rappeler qu'effectivement, il y avait un groupe qui était un groupe unique et que ce groupe, ensuite, a été dissous. Et vous n'avez pas été élu sur la liste de votre groupe, vous avez été élu sur une autre liste, M. Gerson. Donc, il faut remettre aussi les choses tout simplement à leur place. Et vous avez simplement omis une période de votre mandat que je me permets de rappeler ici. La différence, j'ai été quand même candidat au premier tour, que 22% des Blagnacais ont voté pour ma liste, oui. Que si par contre, on n'a pas dissous, on est revenu sur la base d'un premier tour, quand je me suis associé avec M. Loumagne, dont je ne regrette pas la chose, je ne regretterai jamais ce que j'ai fait, jamais. Nous avons été battus, les Blagnacais en ont décidé autrement. Avoir un contrat de majorité n'est pas forcément avoir un contrat d'opposition. Nos oppositions, elles ont été peut-être différentes, mais elles ont été complémentaires. Et ça a permis peut-être justement d'avoir deux voix d'opposition. Alors, qu'on ne compare pas deux
un groupe d'opposition qui se scinde en deux sans en faire des histoires, que de certaines personnes, dans l'ancien mandat, qui est arrivé aussi dans le mandat de M. Keller, ou qui sont partis d'un groupe d'opposition pour rejoindre le groupe de majorité. Là, par contre, on peut se poser des questions. Là, ce n'est pas la même chose. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Non, simplement, moi, je voudrais quand même rétablir quelque chose. Dans les remerciements, j'ai oublié de remercier celle qui a donné ses lettres de noblesse à la culture à Blagnac. Je veux parler, bien sûr, et elle est à côté de moi, de Françoise Laborde. Je l'avais oublié. Mais c'est fini, c'est rattrapé. Voilà. Oui, tout à fait. Merci. Merci. Vas-y. Madame Laborde. Ah non, je me suis trompée, je ne m'y fais jamais. Non, je voulais juste faire de l'humour, remercier Monsieur le maire. Alors moi, j'avais déjà fait un petit au revoir quand j'étais passée d'adjointe à conseillère municipale dans le cadre du non-cumul. Et je pense que Monsieur le maire voulait laisser planer le doute. Si je prends une tête de liste, on ne sait jamais. Donc, c'est la mode. Voilà, donc je voulais finir avec une pointe d'humour et je vous remercie tous aussi. Merci Françoise. Bien, je vous propose de passer à l'ordre du jour de ce conseil. Donc, je vais vous demander si vous avez des remarques sur le procès-verbal du conseil municipal du 19 novembre 2019 qui vous a été transmis le 13 décembre. Non. Bien, donc ce procès-verbal est approuvé. Je vous signale que nous avons retiré de l'ordre du jour le projet de délibération relatif à la cession de l'ensemble immobilier à Toulouse Métropole Habitat. Nous l'avons retiré de l'ordre du jour parce que le conseil d'administration de Toulouse Métropole Habitat ne s'est pas réuni et donc tant que nous n'aurons pas la délibération du conseil de Toulouse Métropole Habitat, nous ne vous proposerons pas, et donc ça appartiendra à ceux qui seront là après de décider ou pas de la cession de ces logements. Je vais donc rendre compte des délibérations, des décisions prises entre le 28 octobre et le 28 novembre. Est-ce qu'il y a des demandes? Oui, monsieur Ajas. Oui, ce sont des précisions en ce qui concerne la décision 385 sur la construction d'un dépôt propreté pour Toulouse Métropole. Oui. Vous indiquez qu'il y a une parcelle vierge de 2000 m². J'aimerais savoir à peu près où elle se trouve et le coût global de l'opération, si c'est possible. Oui. Alors la parcelle, elle se trouve face à la déchetterie. Les travaux de terrassement ont démarré. Cette opération, elle est consécutive effectivement au fait du départ de l'espace propreté de Toulouse Métropole qui était logé dans les locaux qui étaient effectivement à l'avant. Vous savez qu'également au CTM, nous hébergions le ramassage des ordures ménagères. Donc tout ça est aujourd'hui relocalisé. Et donc nous avons effectivement, avec Toulouse Métropole, négocié la construction en remplacement des locaux qu'ils occupaient antérieurement au CTM. Nous avons donc négocié la construction de cet équipement. Sur le coup, M. Bergois, c'est 1 million d'euros. Oui, M. Ajas, mais je m'étonne, ce projet a été présenté comme tous les projets en commission de travaux. Non, Vous n'étiez pas ce jour-là? Il n'y était pas. Vous étiez absent, je ne me souviens pas. Parce que comme tous les projets, ça a été présenté, expliqué, avec tous les... à plusieurs reprises même. Non, je ne me souviens pas du lieu précis, non. Pas du tout. Non. 1,2 million, il demande de prix. Hein. C'est ça. 1,2 million. Oui, tout à fait. D'accord. Voilà. C'est la charge des Blagnac, de Blagnac, 1,2 million. Oui. Et oui, parce que là aussi, le fonctionnement de la métropole, c'est que quand on transfère une activité, on transfère une activité avec les moyens qui permettent de l'assurer. Donc ça s'appelle le mécanisme des charges transférées qui sont retenues sur l'attribution de compensation. D'accord. Voilà. Ensuite, la décision 389. Oui. Je vois qu'il y a une expertise de SCCV Flauvert sur un terrain donc, qui a par 5 impasse des Orchidées. C'est un terrain qui avoisine un terrain avoisinant de notre commune, donc, où il doit se construire un bâtiment sur plancher de 3419 m². Là.
Je voulais savoir tout simplement pourquoi cette expertise. Eh bien, précisément parce que nous sommes aujourd'hui dans un processus, comme dans beaucoup de cas, avant d'autoriser les opérations, nous faisons expertiser. Et là, nous avons saisi effectivement cet expert pour que cette opération puisse ou pas se réaliser. C'est un bornage, quoi, en fait. Ouais, d'accord. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'explications sur des décisions? Non, bien, je vous propose de passer donc au premier point de l'ordre du jour avec la décision modificative du budget principal qui est la 4e. Donc, cette décision modificative augmente les dépenses de 346 000 euros avec les admissions en non-valeur pour 125 000 euros, des créances éteintes. Créances éteintes, ça veut dire qu'effectivement, on ne peut pas du tout recouvrer, pour 4 000 euros, et des provisions pour créances douteuses qu'on retrouvera après en recettes d'investissement de 217 000 euros. Les recettes totales, dont des compléments de crédit pour les titres sécurisés, 1 million d'euros d'ajustement en recettes pour les droits de mutation, et puis 60 000 euros pour les travaux en régie, qui sont des recettes d'ordre. Donc l'autofinancement budgétaire augmente de 717 550 euros. En investissement, nous diminuons les dépenses de 1 014 000. En fait, il y a des réductions de dépenses sur les autorisations de programme suite au lissage des crédits que nous avons fait en 2020. 226 000 euros d'acquisition de terrain en zone maraîchère et 60 000 euros de complément de crédit pour les travaux en régie. Ensuite, nous avons une augmentation des recettes totales donc de 676 410 euros, dont 408 000 euros, c'est une subvention que le conseil départemental vient de nous allouer, merci, Monsieur Bourreau, 250 000 euros au titre du groupe scolaire Aérogare et 150 000 euros au titre de la télégestion du conservatoire de musique et de danse. Ensuite, nous avons au titre du FIPD 47 076 euros pour la sécurisation des écoles et des gilets pare-balles et 4 100 euros de la région et de l'ADEME pour la faisabilité du groupe scolaire Aérogare. 217 000 euros de constitution de provision, on l'a vu tout à l'heure, et une diminution de virement à la section d'investissement, à la section de fonctionnement, de 717 000 euros. Question? Non? Bien, donc je vous propose effectivement d'adopter cette décision modificative numéro 4, qui est... Oui? Le budget, donc, pour être en conformité, on s'abstiendra là aussi. Parallélisme des formes, j'entends bien. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, cette décision modificative numéro 4 est adoptée. Je vous propose de passer maintenant à la décision modificative du budget annexe d'aide à domicile. Donc, il s'agit là, encore une fois, d'ajustements, puisque nous avons des ajustements de crédit avec des dépenses sur l'exploitation courante pour 1 020 euros, des dépenses de personnel avec moins 900 euros et des dépenses afférentes à la structure de moins 120 euros. Pas de questions? Je vous propose la même chose. Je vous propose de mettre... Ah non, celui-là, vous l'aviez adopté. Tout à fait. Donc, qui est contre? Non, mais je comprends parfaitement la cohérence des votes. Donc, qui est contre? Qui refuse de voter? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Je vous remercie. Les admissions en non-valeur, alors en fait, en la matière, à la mesure où effectivement il y a, vous le voyez, des sommes très très anciennes, puisqu'il y en a qui datent de 1993, et donc toutes ces opérations concernent pour la plupart ce que l'on avait à l'époque qui était la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, où effectivement nous n'avons pas pu encaisser cela. Au total 124 732 euros, bien sûr, qui est les non-valeurs qui avaient été provisionnées. Et puis la deuxième liste, ce sont les créances éteintes, c'est-à-dire celles pour lesquelles il n'y a plus de possibilité de recouvrement,
à hauteur de 3 984 €. Des remarques, des questions? Bien. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, c'est adopté. Je vous remercie. Là, nous avons à constituer des provisions, dont une provision de créance douteuse à nouveau 217 000 €. Ça annule une provision antérieure de 228 000 €. Et donc, vous le voyez, les provisions au 31 décembre 2018 en matière de risques et charges, 201 000 €. En matière de dépréciation des créances douteuses, 143 000 €. Donc, les nouvelles provisions constituées pour 2019, 30 300 € pour les risques et charges et 217 000 € pour les créances douteuses. Même chose, je suppose. Donc, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Et les autorisations de programme et crédits de paiement, bon, vous le savez, ce sont les ajustements que nous réalisons en fonction, on l'a vu tout à l'heure, de l'état d'avancement des programmes. Donc, sur la crèche des écureuils, il y a encore des crédits de paiement en 2019 pour 10 590 €, 55 000 en 2020. Bon, je fais observer que l'AP originelle était de 3 970 et qu'on a eu 3 900 € de crédit de paiement. Pour le gymnase d'Andromède, même chose, il reste 50 000 € en 2020, 336 000 en 2019. Pour le complexe sportif, 233 000 € en 2019. Et pour l'hôtel de ville, donc le solde de 5 834 000 en 2019. Et enfin, pour les sites techniques, 472 563. Oui, M. Loumagne. Nous souhaiterions un vote dissocié, s'il vous plaît. Oui, M. Loumagne. Pour être cohérent avec nos votes précédents. C'est-à-dire, vous ne votez pas pour? Nous votons pour les trois premières, Écureuil, Andromède et Naudin. Oui. Et nous votons contre l'hôtel de ville et le site technique, pour les mêmes raisons que nous avions déjà évoquées sur l'importance de la somme qui est proposée. Très bien. Donc, je mets au voie les trois premières. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour, donc elle est adoptée. Et je mets au vote les deux dernières, hôtel de ville et site technique. Qui est contre? Voilà, qui s'abstient, qui est pour. Donc, c'est adopté. Merci. Donc, l'attribution de l'indemnité de conseil à Monsieur le Trésorier de Blagnac, dans la mesure où il y a eu un changement de comptable, puisque Madame Beck a quitté Blagnac et c'est Monsieur Pierre Bertrand qui l'a remplacé. Je vous propose, comme nous le faisions antérieurement, de porter l'indemnité de conseil à 100% de ce qui est prévu pour le nouveau comptable. Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Donc, la délibération est adoptée. Régis, tu interviens. Alors, nous passons aux clôtures du budget du service d'aide à domicile. Comme je l'avais dit au précédent conseil, le service d'aide à domicile est donc transféré au CCAS, puisque c'est effectivement la décision que nous avions prise. Et dans la mesure où, effectivement, il n'y aura plus ce budget annexe, il nous est proposé de procéder à la clôture et à la suppression de ce budget annexe du service d'aide à domicile. Qui est contre, qui s'abstient, donc c'est adopté. Et donc je vous propose de passer à la présentation du budget primitif de 2020. Bon, je l'avais déjà exprimé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire. Je voudrais expliquer pourquoi, d'abord, nous présentons le budget primitif pour 2020 aujourd'hui à ce Conseil, et pourquoi, effectivement, la façon de construire ce budget a été faite comme je vais le présenter. Voter le budget primitif de 2020 signifie donner la possibilité d'engager les dépenses et les recettes qui sont inscrites au budget jusqu'au 15 avril. De toute manière, et vous le savez, à l'année d'élection, le budget peut être adopté jusqu'au 15 avril. Cela étant, élection
Premier tour 15 mars, deuxième tour 22 mars, installation du Conseil 29 mars. Faire un budget en 15 jours, c'est quand même très compliqué, lorsque l'on sait que la préparation budgétaire, elle démarre au mois de septembre pour effectivement arriver à quelque chose qui est à peu près calé à la fin novembre. Donc, dans tous les cas, et quelle que soit la majorité qui sortira des urnes, le vrai budget de 2020, ce sera le budget ajusté à l'occasion du budget supplémentaire de juin, pour laisser le temps, effectivement, d'intervenir sur les ajustements ou les décisions. C'est la raison pour laquelle ce budget est effectivement un budget de reconduction. Un budget sur lequel nous n'avons pas souhaité inscrire d'éléments nouveaux, inscrire de nouvelles propositions, parce qu'effectivement, elles ne doivent pas appartenir à cette majorité. Elles appartiendront à la majorité qui sera aux affaires à partir des prochaines élections. Cela étant, bien sûr, on peut avancer, s'il vous plaît. Donc, le budget, essentiellement, je ne vais pas revenir sur tout l'environnement sur lequel nous avons déjà débattu à l'occasion du débat d'orientation budgétaire, sur les éléments qui nous ont permis de le construire, en termes de taux de croissance, en termes de taux d'inflation. Ce qui est important, c'est effectivement d'observer que ce budget fait apparaître un autofinancement. Alors, on est en budget, hein. Le compte administratif est toujours nettement meilleur. Cette année, par exemple, le compte administratif se traduira par un résultat supérieur de plus d'1 million d'euros par rapport au budget. Donc là, l'autofinancement est à 7,8 millions. Et j'ai toujours indiqué ici qu'il fallait effectivement que nous ayons un autofinancement qui tourne autour de 8 millions, ce que nous maintenons. Cet autofinancement de 7,8 millions nous permet, avec le FCTVA, avec les cessions, d'avoir un emprunt d'équilibre théorique de 11 721 000. Pourquoi emprunt d'équilibre théorique? Parce que, vous le savez, nous avons aujourd'hui des reports, des réserves, entre guillemets, qui permettent effectivement, elles sont de l'ordre de 21 à 22 millions, elles nous permettent d'assurer la réalisation de ce budget sur des investissements de 24 millions qui ne sont que des projets qui étaient antérieurement décidés et qui vont être réalisés sans avoir à nouveau recours à l'emprunt. Vous le voyez, notre remboursement de dette est de 289 000 euros, c'est-à-dire véritablement très très faible. Et j'ajoute bien sûr que nous n'avons plus dans le budget de 2020 de dette avec intérêt. Lorsque l'on regarde un peu plus dans le détail, on s'aperçoit effectivement que notre taux d'épargne, ce n'est pas une surprise, est un taux d'épargne qui est en diminution. Et je voudrais effectivement dire ici qu'avec 10,5% d'épargne brute, nous sommes encore très au-dessus des montants moyens de taux d'épargne des communes comparables. Notre taux de désendettement est inférieur à 1 an, et donc effectivement, ça veut dire que les grands équilibres financiers sont assurés. Mais cela doit malgré tout nous inciter à être prudents et notamment à ne pas, dans tous les cas c'est notre position, de ne pas s'aventurer vers une baisse des impôts compte tenu effectivement de ce qui est là devant nous, une croissance de la population, une modification des besoins, et donc il faut qu'on reste somme toute très, très attentif. Notre budget de fonctionnement est donc en termes de recettes, vous le voyez, peut-être on peut passer, voilà, vous le voyez, toujours pareil, ce sont nos recettes fiscales qui sont toujours véritablement le moteur de ce budget, puisque notre fiscalité représente aujourd'hui 30 millions, plus 29, parce que la dotation de compensation plus la dotation de solidarité communautaire, c'est de l'impôt antérieur qui nous est restitué. Donc cela signifie effectivement qu'il faut qu'on reste toujours très attentif, d'une part, à assurer une dynamique des bases de fiscalité,
et d'autre part, bien sûr, de faire en sorte que les autres impôts, et voyez par exemple que sur les autres impôts et taxes, et notamment les droits de mutation, nous avons aussi une réelle dynamique. Donc aujourd'hui, somme toute des recettes qui sont globalement en croissance, alors qu'effectivement, nous avons dû, depuis le début de ce mandat, absorber 20 millions d'euros de baisse, à peu près, liés au désengagement de l'État. Aujourd'hui, bien sûr, l'État arrête heureusement l'hémorragie en stoppant les prélèvements sur les recettes des collectivités, mais le mal est fait et aujourd'hui, effectivement, nous devons fonctionner sans attribution de compensation et en payant, effectivement, au niveau du fonds de péréquation intercommunale et communale. Les autres recettes de fonctionnement, tout cela parce que nous avions eu l'an passé une année exceptionnelle, dans la mesure où l'aire de nomade qui avait été payée par le Silon Constellation, ou plutôt la ville de Seille, n'apparaîtra pas cette année. Au niveau des dépenses de fonctionnement, bon, rien de nouveau non plus. Et vous voyez le processus du fonctionnement. Nous avons... Vous pouvez revenir à l'arrière, juste, s'il vous plaît. Voilà, nous avons essentiellement, ou tout au moins à hauteur de 58%, la masse salariale, ce qui est tout à fait normal dans la mesure où nous rendons des services. Vous voyez aussi que les charges à caractère général représentent le deuxième poste de dépenses, et les subventions aux associations le troisième, et puis nous avons les charges de gestion pour terminer. S'agissant de la progression de ces charges, nous avons une hausse tarifaire au niveau des régies, restauration et transport. Alors la hausse tarifaire de la régie de restauration et de transport, bien sûr, ce sont des mécanismes, puisque la régie facture au budget général, donc en fait, ce sont effectivement des effets qui s'annulent si on raisonne en budget consolidé. Et les charges personnelles sont encore maîtrisées avec 2%, notamment à cause du dispositif de PPCR, donc du parcours professionnel des carrières et rémunérations. Lorsque l'on regarde aussi les subventions aux associations, là aussi, les subventions aux associations n'ont pas été modifiées. Il y a eu l'application des critères, ce qui explique que certaines associations ont augmenté, d'autres ont baissé. Nous avons, pour éviter toute discussion, mis en place des critères. Alors, les critères peuvent toujours être contestés. Je pense que ceux qui seront là après 2020 auront à rediscuter avec les associations pour éventuellement réactualiser, remettre à plat ces critères. Mais il semble nécessaire d'avoir des critères pour éviter l'arbitraire et donc pour dire, voilà, la subvention, elle est comme ça. Elle est comme ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons de nouvelles associations. Nous avons CISART qui est arrivé et d'autres associations qui expliquent la progression globale de ces enveloppes de subventions aux associations, étant entendu que pour celles qui demeurent, c'est l'application des critères qui a été appliquée. S'agissant des autres charges de gestion, nous avons 100 000 euros pour le SDEG et 170 000 euros de redevances que nous avions imputées en 2019 dans les charges à caractère général et que nous devons ressortir. S'agissant du budget d'investissement, je pense que c'est effectivement ce budget qui est le plus stabilisé. Stabilisé, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de proposition d'investissement nouveau qui soit là. Ce que nous avons ici, c'est effectivement la continuité ou l'achèvement des projets que nous verrons tout à l'heure. Donc, je le disais, quand on regarde le financement de cette section d'investissement, où nous avons à financer 288 000 euros de remboursement de dette et 24 millions d'euros de dépenses effectives, ben cela se passe par un prélèvement sur les réserves budgétaires de 11 720 000 euros. Lorsque on rentre un peu plus loin au niveau de l'investissement sur les autorisations de programme, vous le voyez, rien de nouveau puisque le multi-accueil des écureuils est en fonctionnement, puisque effectivement le gymnase Andromède est aujourd'hui livré, puisque effectivement le complexe sportif de Naudin fonctionne, que le groupe scolaire de l'aérogare
est engagé et donc sur lequel, d'ailleurs, juste une parenthèse, M. Bergon, nous avons été amenés à interrompre les travaux parce que l'estimation des présences d'amiante était insuffisante. Et vous l'avez compris, pour des raisons de sécurité, nous avons demandé à ce que tout cela soit profondément analysé pour avoir une certitude quant à la sécurité du site, ce qui est bien normal s'agissant d'un groupe scolaire. L'hôtel de ville, je sais que vous l'avez trouvé un peu cher, mais il est là, mais il y a le parking avec. Les sites techniques, ils sont achevés. Le conservatoire de musique et de danse, les travaux ont commencé. Et puis, les études sur le bassin nordique, effectivement, sont engagées. Donc, il n'y a pas sur ce budget d'investissement d'inscriptions nouvelles. Les inscriptions appartiendront à l'équipe qui aura à gérer la ville à partir de 2020. Lorsque l'on regarde le budget par mission, vous le voyez, hein, le projet éducatif de territoire se poursuit avec 144 000 euros. Il y a la délégation de services publics, alors au multi-accueil des écureuils. Qui sera le délégataire? C'est bien entendu la commission de DSP qui le décidera. La participation aux crèches privées qui est maintenue. Le conseil municipal des enfants qui a été mis en place en 2019. Pour les sports, les 2,1 millions de soutien aux associations, le ticket sport, et puis la mise en œuvre des soirées sportives, notamment au niveau de la patinoire, telles qu'elles sont prévues. Ensuite, s'agissant des affaires sociales, donc la subvention au CCAS de 220 000 euros, donc à l'augmentation, les subventions aux services d'aide à domicile dans le processus du CCAS, et puis les 18 000 euros du programme de réussite éducative, et pour la culture, 593 000 euros de soutien aux associations. À l'investissement, c'est effectivement la poursuite des travaux du conservatoire et l'étude de relocalisation de la MJC. Là aussi, vous le voyez, c'est modeste. Il y a 100 000 euros d'études pour la rénovation d'Audi Sud. Là aussi, 30 ans, il va bien falloir faire ça. Au niveau du cadre de vie et de patrimoine, le noctambus et la cahouétine, maintenu avec le TAD, quelles que soient les remarques qui aient pu être formulées par la Chambre régionale des comptes. Cela étant, bien sûr, peut-être qu'une nouvelle majorité reviendrait sur ces dépenses-là. Le transport des écoles et du centre de loisirs, puisqu'on va depuis, et on a souhaité dans ce processus, donc que les enfants soient transportés pour aller à l'école des prés. L'entretien des espaces verts, avec là-dessus les aires de jeu. Les subventions pour l'éco-chèque de la région, puisque nous contribuons avec cet éco-chèque à compléter ce que fait la région. Les rénovations de façades qui se poursuivent. Vous le voyez, la réhabilitation du four à briques est prévue en investissement, mais vous voyez aussi l'augmentation des fluides avec 2 620 000 euros. Et puis l'exploitation du parking de la place des Arts avec la relocalisation du dépôt propreté qu'on a évoqué tout à l'heure. Enfin, sur le cadre vie et le patrimoine, nous avons les locations de Saint-Lisette dans les parcs et l'entretien de l'éclairage public. Le reste étant des travaux d'investissement qui sont des investissements de renouvellement et non pas de projets nouveaux. Poursuivre pour la sécurité. Donc, télésurveillance des bâtiments communaux et maintenance de la vidéoprotection urbaine. Là encore, nous n'avons pas souhaité inscrire en la matière des dépenses nouvelles et chacun inscrira dans le cadre de ce budget supplémentaire les dépenses qu'il juge nécessaires par rapport à ce sujet. S'agissant du budget annexe de la régie de restauration, le budget donc, constitué essentiellement par les dépenses de fonctionnement avec des charges personnelles, et vous le savez, on a donc eu un réajustement des tarifs, je l'avais évoqué, ce qui nous permet d'avoir aujourd'hui un équilibre budgétaire et même un excédent relativement modeste, mais un excédent sur la régie de restauration. S'agissant de la régie des transports, on est sur le même schéma, avec là aussi la volonté d'être au plus près entre les recettes et les dépenses, vous le voyez, donc avec 328 000 euros de recettes et 312 000 euros de dépenses. Et enfin, on a fini. On parlera de la dette. Donc voilà.
Au total, vous le voyez, un budget, pour le coup, je rejoindrai M. Léonard dans les remarques qu'il fait antérieurement, qui est un budget sans surprise. J'avais annoncé à l'occasion du débat d'orientation budgétaire que nous aurions un budget de reconduction, un budget qui, par honnêteté tout simplement, n'intègre pas aujourd'hui des projets qui seraient des projets nouveaux. Donc on poursuit. Les dépenses de fonctionnement sont des dépenses, je dirais, incompressibles ou dans tous les cas de renouvellement. Voilà donc quel est ce budget. Et maintenant, je donne la parole au groupe. Monsieur Léonard. Il n'y a pas grand-chose à dire, puisque le document qu'on a eu pour le débat d'orientation budgétaire est le même que ce document-là. Bon, donc vous avez une bonne photocopieuse, c'est très bien. Ce qui veut dire aussi que le débat d'orientation budgétaire, il ne sert strictement à rien. Vous le réalisez parce qu'il est dans la loi, donc il est obligé à la commune d'organiser un débat d'orientation budgétaire au cours d'une séance du conseil municipal. Mais en réalité, ce qui peut être dit, ce qui peut être exprimé par les différents groupes, et notamment par l'opposition, on ne retrouve absolument rien, même pas une virgule d'ailleurs, ou un point d'interrogation qui pourrait apparaître quelque part. Donc, le débat d'orientation budgétaire, il ne sert à rien, si ce n'est que rendre compte par rapport à la loi. Alors, lors de ce débat, j'ai eu l'occasion de présenter les points négatifs issus de la gouvernance de la majorité. J'ai même fait une remontée dans le temps pour montrer le cumul de cela. Moi, je pense que Blagnac mérite beaucoup mieux que ce que vous lui apportez, d'une façon globale. Vivement qu'une nouvelle s'ouvre devant elle qui lui permettra de devenir une ville ambitieuse et véritablement au service de tous. Alors, sur le budget proprement dit, sur le budget principal, nous voterons contre, bien évidemment, et sur les régies, parce que nous sommes attachés aux régies, nous voterons pour, monsieur le maire. Voilà. Merci, monsieur Léonard. Monsieur Gerson. Oui, comme je vous ai dit le mois dernier, monsieur le maire, je regrette que par rapport à votre prédécesseur, vous n'ayez pas eu le courage de présenter un budget, même s'il y avait des élections municipales, sur le budget que vous voudriez mettre en place si vous étiez élu en mois de mars 2020. Peut-être que votre aussi prédécesseur avait déjà mis beaucoup de choses en place. Vous, depuis 2 ans et demi, on ne voit pas grand-chose. C'est peut-être le cas. C'est peut-être le cas. Pourquoi il n'y a pas un budget, un véritable budget cette année-là, enfin cette année, et c'est bien dommage parce que ça aurait permis, du fait que c'est diffusé maintenant, enfin que c'est enregistré, que donc on peut le mettre en vidéo publique, de permettre aux Blagnacais de connaître un petit peu les différentes propositions et avoir un petit débat qui aurait été pas trop mal, à mon avis, pour eux. Si je fais le bilan par rapport à depuis le début de mandat, il y avait moins de rentrées mais plus d'épargne. Fin de mandat, plus de rentrées et moins d'épargne. Ça c'est le constat que je fais. Et bien sûr, sur la politique fiscale, donc bien sûr, vous ne descendrez jamais la taxe foncière. Mais d'ici 1 an ou 2, je pense que la taxe d'habitation ne sera plus compensée. C'est ce qui devrait être le cas. Et vous verrez bien que finalement, sans cette taxe d'habitation, Blagnac se comportera toujours aussi bien. Et qu'on aurait pu faire quelque chose à ce niveau-là depuis bien longtemps. Voilà, donc je suis en accord avec ce qu'a dit Régis, même si on a dissous il y a quelques années notre groupe, mais on peut être d'accord sur certains points. Et puis voilà, puis rendez-vous maintenant au mois de mars, parce qu'il n'y a pas autre chose à faire. Merci. À dire. Merci. Que l'auriez-vous dit si effectivement le budget que je présente ici avait et relatait ce que sera le programme du candidat? Que l'auriez-vous dit? Vous m'auriez dit, et vous auriez eu raison, monsieur le maire, vous profitez de votre fonction de maire pour présenter un budget qui prend vos éléments de programme, alors que nous ne pouvons pas le faire, c'est pas normal. Et donc, effectivement, vous alliez me dire, et vous auriez eu raison, je le répète, que j'aurais été trop loin dans les propositions. Je crois beaucoup à la démocratie, et je crois effectivement qu'elle doit s'exercer. La démocratie, c'est d'attendre
le résultat des élections pour que les nouvelles dépenses puissent effectivement être inscrites par ceux à qui les Blagnacaises et les Blagnacais auront donné mandat de réaliser leur programme. Moi, je vous le dis, vous avez un programme, vous aurez un programme. Je pense que M. Loumagne aura aussi un programme. J'aurai un programme. Enfin, pardonnez-moi, c'est pas M. Loumagne. Enfin, je ne sais plus maintenant. Donc, monsieur, non, je ne sais plus. Mais bon, c'est mon droit de ne plus savoir. Donc, moi, je le dis clairement, j'aurai un programme. Et effectivement, au mois de juin, quand si nous sommes là, ben, nous voterons un budget qui permettra d'engager le programme que nous allons présenter aux Blagnacaises et aux Blagnacais. Donc, vous me faites en même temps le reproche de ne pas être et de ne pas aller sur le programme, mais M. Gerson, je ne me sens pas le droit de faire ça. Voilà pourquoi ce budget est effectivement un budget de transition. Voilà. Je n'ai pas autre chose à dire. Bien, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vais passer au vote de ce budget. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, je suppose que ce budget est adopté et je remercie la majorité d'avoir adopté ce budget. Merci. Comment? Je ne vois pas en quoi on peut être enthousiaste sur un budget de reconduction. S'ils sont là au mois de juin, vous allez voir, l'enthousiasme sera délirant. Donc, je suis obligé, pardonnez-moi, donc c'était pour le budget général. Donc, compte tenu de votre position sur les budgets annexes, je vais faire voter les deux budgets annexes. Budget annexe de la régie de restauration, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. D'accord? Budget annexe de la régie des transports, qui est contre, qui s'abstient. Donc, ces deux budgets sont adoptés. Merci. Vous le savez, lorsque l'on adopte le budget, ben, il faut aussi adopter les subventions individuellement. Bon, vous avez le tableau des subventions. Subventions aux associations, donc à hauteur de 2 925 641 €. Le CCAS, donc 220 000 €. Et le budget annexe du service d'aide à domicile de 160 580 €. Est-ce qu'il y a des questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? Donc, les subventions sont adoptées. Voilà donc pour ce premier chapitre financier. Monsieur Bidouille, nous allons passer au chapitre urbanisme. Et donc, je vous laisse la parole pour la plaine maraîchère. Absolument, monsieur le maire. Donc, si vous voulez nous envoyer, voilà, les acquisitions en plaine maraîchère continuent, puisque nous vous proposons d'acquérir la parcelle de monsieur Bézard et la parcelle de madame Moncan, ce qui portera le total général à la fin de ce mandat à 53 hectares, 73 centiares, 32 arts. La commune de Blagnac est propriétaire, on va dire, du tiers de la zone maraîchère, en gros, de la plaine maraîchère. 135, un peu plus même. Oui, un peu plus. Et monsieur Bourreau, la nature est horreur du vide, monsieur Bourreau s'est chargé de trouver quelques nouveaux maraîchers qui sont déjà installés et qui vont s'installer, maraîchers bio, je le précise, et j'espère que nous arriverons que vous arriverez à combler ce rêve qu'on avait au premier mandat, que vous avez agrémenté tous, à savoir une plaine maraîchère bio d'un côté avec des serres, et d'autre part des allées de promenade avec des arbres fruitiers pour que nous puissions, nous publics, nous rendre en promenade sur cette magnifique plaine maraîchère. Voilà. Merci à tous. Merci, M. Bidouille. Donc, je pense qu'effectivement, on le sait, ce sont des négociations, ce sont des recherches. Merci d'avoir conduit ce chantier d'acquisition des parcelles de la plaine maraîchère. C'est vrai qu'aujourd'hui, on dépasse le tiers
des 135 hectares disponibles. Je pense qu'effectivement, ça s'inscrit et que là-dessus, nous partageons, hein, puisqu'il n'y a jamais eu d'opposition de votre part, sur cette démarche visant à accroître encore l'espace maraîchage et donc l'implantation de jeunes maraîchers. Monsieur Bourreau. Et un petit complément d'info par rapport justement aux nouveaux arrivants. On a 2 nouveaux arrivants qui sont prévus dans le courant de l'année 2020, ce qui portera entre 12 et 15 hectares de surface cultivée en bio, en maraîchage bio, avec l'Arche en Pays toulousain, bien sûr, qui avait démarré. Et ces agriculteurs qui sont pour la plupart issus d'autres corps de métier, hein. On a un ingénieur qui est arrivé récemment, qui est sur le marché. Vous pouvez acheter les légumes régulièrement le mercredi et le samedi. Et on a un autre couple qui va bientôt s'installer, ce qui veut dire que la dynamique est vraiment enclenchée. Et la Chambre d'agriculture nous signale régulièrement de nouveaux et jeunes maraîchers qui souhaitent s'investir durablement sur la plaine maraîchère de Blagnac. Et je tenais à remercier Maurice Bidouille et toute l'équipe de l'urbanisme de leur investissement sur ce dossier pour, à chaque fois que cela a été possible, pouvoir préempter et finalement acheter des terres par la commune de Blagnac, des terres qui sont mises à disposition gratuites pour ces nouveaux maraîchers. Dans le cadre d'un commodat. Cadre d'un commodat. Merci, monsieur le maire, pour cette précision utile. Bien. Monsieur Bidouille, donc juste je vais faire un petit chapeau sur la vente HLM dans la charte d'engagement avec homologie. Vous le savez, les sociétés HLM... Ah pardon, elle a raison. Heureusement que j'avais pas voté. Bon, je vais mettre aux voix donc les 2 acquisitions. Je les mets toutes les 2. Les 2 acquisitions, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas. Excusez-moi, monsieur Bidou, mais elles sont adoptées. Je parlais donc de la vente HLM. Bon, vous le savez, les sociétés HLM ont connu, elles aussi, comme l'avaient connu les collectivités territoriales, un retrait, un désengagement de l'État. Le problème, c'est qu'effectivement, dans ce cadre-là, elles se retrouvent un peu en difficulté avec des fonds propres insuffisants. Et donc, l'État a donc dit, les sociétés HLM devront vendre une partie du parc pour récupérer des fonds propres et pouvoir enclencher de nouvelles opérations. Et donc, toutes les communes sont amenées à signer une charte d'engagement avec les différentes sociétés HLM. Pour l'instant, nous avons la charte avec Promologie. Et dans cette charte, mais vous le préciserez, M. Bidou, nous avons aussi un certain nombre d'exigences, notamment la vente aux occupants. Mais je vous laisse développer. Oui. D'une part, vous venez de le dire, mais je préfère le redire également, il est toujours intéressant d'offrir ces logements en priorité et au moins à 50%, c'est ce que nous demandons, aux locataires occupants. Sachant que nous avons également le souci que les personnes qui se rendent propriétaires de leur logement, les immeubles soient également expertisés pour savoir où ces occupants s'engagent, afin d'éviter de gros travaux dans le futur. Bon, d'une part. D'autre part, il faut mettre en cohérence la politique de vente avec les stratégies d'habitat des collectivités locales, assurer la gestion sociale et solidaire des copropriétés. Je préfère le redire. Vas-y. Assurer une gestion sociale et solidaire de ces copropriétés. Et ensuite, favoriser une acquisition réversible et sécurisée. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Oui, tout à fait. Je pense que, monsieur le maire, vous reconnaîtrez cette charte qui, là, est ciblée sur Promologie, si vous êtes réélu, qui est ciblée Promologie, a évidemment toutes les autres. Dans tous les cas, les autres bailleurs sociaux seront amenés à faire des propositions. Ouais. On a travaillé avec Promologie, on a fait des allers-retours sur la charte. Je pense effectivement, comme vient de le dire M. Bidou, que le fait de dire 50% au moins des ventes doivent être faites à des locataires. Alors, en même temps, pourquoi cela? Parce que dans le calcul du pourcentage de logements sociaux SRU, le fait de céder à un occupant fait que pendant 10 ans,
il n'y a pas d'exclusion de ce logement pour le calcul du pourcentage de logements sociaux en SRU. Donc il y a aussi cette particularité à intégrer et à prendre en compte. Donc voilà pourquoi. Mais je pense que l'essentiel, Maurice Bidou vient de le dire, c'est malgré tout d'essayer de modifier le peuplement en facilitant un peu plus les propriétaires par rapport aux locataires. Bien, donc je mets la délibération aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui refuse de voter. Donc elle est adoptée. Merci. Madame Combe, nous avions des conventions avec la CAF. Moi, si vous me permettez, Monsieur le maire, je crois que je vais présenter les trois premières en même temps. Ça vous va? On votera les trois. Est-ce que ça vous va? Parce que la première, c'est finalement pour recevoir la subvention de la CAF. La deuxième, c'est pour prendre en compte les nouvelles modalités. Et la troisième est importante dans le cadre de la convention d'objectifs, puisqu'on reprécise effectivement des choses qui n'existaient pas, comme le doublement des heures de concertation. Donc, au niveau des personnes qui travaillent dans les structures, elles pourront effectivement se rencontrer plus souvent pour analyser les pratiques. Les nouvelles conditions d'éligibilité aussi aux bonus sociaux et mixité sociale et handicap. Et surtout la participation à l'enquête Filoué. Filoué, c'est le fichier que la CAF demande à avoir pour connaître les profils sociologiques des enfants qui fréquentent les structures. Et à ce sujet, juste 2 chiffres, Monsieur le maire. Je vous en prie. Sur 456 enfants accueillis en 2018, je voudrais préciser que 33% des enfants accueillis avaient une famille qui relevait des minima sociaux, 5 bénéficiaient de l'AEEH, 2 étaient en situation de handicap sans bénéficier de l'AEH et 11% des enfants accueillis donc, étaient issus de familles monoparentales. Bon, ce qui montre bien qu'on est vraiment dans le cœur de cible de la caisse d'allocation familiale. Absolument. Il y a des demandes d'intervention? Non, ben je me vois. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, c'est adopté. Nous en avons une autre, Madame Combe. Oui, donc c'est la convention avec le conseil départemental, sachant que suite au déménagement de l'école de l'aérogare, les modalités de conditions de transport ont été revues, mais ça ne change pas ce que nous faisons, puisque finalement une partie est prise en charge par le conseil départemental, tous ceux qui sont à plus d'1 kilomètre, et tous ceux qui sont à moins d'1 kilomètre sont pris en charge par la mairie. Tout à fait. Notamment quand il y a des questions de sécurité, ça vaut vraiment la peine, même si c'est à moins d'1 kilomètre, d'assurer le transport. Et à ce sujet, je voudrais préciser aussi que nous avons distribué énormément de tickets TCO, c'est-à-dire qu'on permet aux familles qui ne peuvent pas prendre des transports ou qui ont des difficultés de déplacement à utiliser les transports en commun, et là, nous l'avons énormément développé. Merci. Pas de questions, pas de demande d'intervention, donc je mets aux voix. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas. C'est adopté et nous en avons donc une autre maintenant avec la CAF toujours sur le centre social, l'Audi Sud. Ah, moi j'avais Madame comme ça, alors c'est Mohamed. On m'a dit d'erreur. Merci, Monsieur le maire. Oui. Une convention, donc, on propose d'adopter donc, une convention d'objectifs de financement, animation globale et coordination pour le centre social d'Audi Sud de la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021. 2021, oui. Juste 2 petits mots sur ce sujet-là, parce que le centre social, cette convention, elle traduit aussi la dynamique importante sur la politique de la ville. Et 3 exemples me viennent à l'esprit. Plusieurs thématiques sont développées depuis le début du mandat. Une en matière notamment d'urbanisme et d'aménagement qu'on a évoqué sur un précédent conseil municipal, c'est le Jardin des Catalognes, où le futur centre social, la maison de quartier Audi Sud, a été un laboratoire de démocratie coopérative avec de nombreuses réunions et d'interventions avec les habitants. Et la réalisation de ce projet avec les idées et les perspectives des habitants qui ont été très actifs sur ce projet. En matière de sport aussi et de prévention, c'est de nombreuses actions à travers plusieurs associations sportives. Je pense au club du boxe savate, je pense aussi à l'association Rebond, avec un axe fort sur la prévention au niveau des filles et des jeunes femmes d'intégration via le sport. Il y a aussi en matière culture aussi, avec les collègues du service culturel, où de nombreuses actions ont été délocalisées, de nombreux Blagnaquais ont pu le voir. On pense notamment au rendez-vous nomade, on pense aussi au transfert de la braderie de la Média Ludo, qui ont été un véritable succès.
Et je pourrais aussi citer aussi la dynamique qu'il y a aussi avec toute l'équipe de la maison de l'emploi et de l'entreprise. Bref, tout ça traduit donc cette convention qui traduit aussi la dynamique de la politique de la ville de notre majorité. Merci. Donc nous avons maintenant 2 centres sociaux. Le centre social d'Audi-Sud, plus le centre social qui est sur l'espace famille. Et donc la CAF a donc accordé ces 2. Bien. Peut-être des remarques ou non, pas de commentaires. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas? C'est adopté. Et donc, M. Bourreau, nous avons des créations d'emplois. Oui, alors les délibérations qui concernent les ressources humaines. La première, la numéro 20, c'est des créations effectivement dans la filière culturelle et dans la filière administrative pour une évolution de cadre d'emploi. La deuxième, c'est la délibération traditionnelle en fin d'année pour permettre le fonctionnement tout au long de l'année 2020 et permettre de recruter les personnes qui sont nécessaires au fonctionnement de l'ensemble des services dans toutes les filières. Et la 22, c'est la délibération également traditionnelle qui permet d'assurer les remplacements saisonniers et les remplacements temporaires pour le bon fonctionnement des services de la ville. Bien, est-ce que vous souhaitez des éclaircissements? Je mets les 3 aux voix en même temps. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas. Donc, les 3 délibérations sont adoptées. Merci, M. Bourreau. Nous avons maintenant la présentation donc, de ce rapport sur l'égalité femmes-hommes. Je crois que c'est une présentation qui va être faite à 2 voix. Et bien que ce soit l'égalité femmes-hommes, nous aurons 2 voix de femmes pour présenter ce rapport. Donc, non, c'est pas normal. Donc, Monique Combe et Bernadette Guéry qui vont se partager cette présentation. Juste peut-être en préambule, dire que au-delà de la présentation de ce rapport, c'est une préoccupation, je sais qu'elle est partagée, d'aller vers cette démarche d'égalité homme-femme. C'est pas simple, forcément, mais dans tous les cas, il y a une vraie volonté là-dessus, et vous allez le voir dans le cadre de la présentation de ce rapport. Donc, je vous donne la parole, Madame Combe, c'est vous qui démarrez, je crois. C'est ça, monsieur le maire, merci. Donc, simplement au départ, on rappelle voilà, que c'est un document réglementaire, hein, et ce document réglementaire a été renforcé par la loi du 6 août 2019, justement dans le cadre de la transformation de la fonction publique, qui précise que les collectivités territoriales élaboreront et mettront en œuvre un plan d'action pluriannuel. Donc, il y a 2 parties. Donc, un volet interne qui est relatif à la politique des ressources humaines de la commune en matière d'égalité professionnelle, dont je vous parlerai, et un volet territorial qui concerne les politiques menées par la commune sur le territoire en fonction de l'égalité entre les femmes et les hommes, que vous présentera Madame Guéry. Concernant l'égalité professionnelle femmes-hommes, donc au niveau des bilans des actions réalisées, favoriser l'égalité professionnelle, la mixité des métiers. Bien sûr, on va continuer à poursuivre la collecte et l'analyse des indicateurs RH et sexuels dont on va parler un petit peu plus loin. La mixité des métiers, et c'est important puisqu'il y a un projet qui s'appelle Mobilité, ce site Mobilité qui a été créé en collaboration avec le conseil départemental, ce qui veut dire qu'à tout moment de sa carrière, on peut effectivement changer de métier puisqu'on se dit que c'est pour des raisons de santé, pour des raisons de validation de compétences, ou tout simplement parce qu'on a envie de changer de voie. Intégrer l'égalité professionnelle dans la réflexion d'amélioration des conditions de travail. Donc tout ceci a été mis en place dans le cadre des actions préconisées dans le cadre de la démarche Bien dans mon travail. Et par exemple, cette démarche importante qui a consisté à la co-construction du plan de formation des managers. Puis par ailleurs, le lancement de la mise en place du télétravail avec une expérimentation début 2020. Concernant la sensibilisation et la communication sur l'égalité professionnelle et la lutte contre les stéréotypes sexistes, donc il y a eu la mise en place d'un réseau de référents de communication interne au sein des directions. Tout ça, c'est un travail qui est dans une démarche globale de proximité et de décloisonnement des services. Et une réflexion sur toutes les actions qui favorisent la culture d'égalité hommes-femmes. Alors, concernant quelques chiffres, on peut constater que sur la ville, donc, il y a un effectif vieillissant. Effectivement, 50% des effectifs fonctionnaires sont âgés de plus de 50 ans.
Les rémunérations brutes moyennes sont inférieures pour les femmes. Alors là, c'est lié à différentes causes multiples, mais le gouvernement a décidé de mettre un outil finalement unique pour toutes les collectivités, ce qui permettra un petit peu de mieux cerner cette problématique. Au niveau des effectifs, l'effectif est toujours largement féminisé, donc puisqu'il y a 66% de femmes, mais avec des grosses disparités dans les filières, puisque bien sûr, dans le cadre de la filière technique, il y a une majorité masculine. Par contre, dans la filière médico-sociale, la majorité est à 100% féminine. Au niveau de la protection sociale, bon, apparemment, les femmes se protègent mieux que les messieurs. Voilà. Et concernant les actions de formation en faveur des femmes, bon, on a pu constater une augmentation du nombre de jours de formation et du pourcentage d'agents féminins qui ont été formés. Je passe la parole à Mme Guéry. Madame Guéry. Merci, ma chère collègue. Donc, concernant le second volet, sur cette thématique d'égalité femmes-hommes, donc une approche spécifique privilégiée pour des réponses immédiates à des difficultés rencontrées. Donc, concernant le premier point sur la lutte contre les violences faites aux femmes, une campagne de prévention contre les violences faites aux femmes, avec à Blagnac, donc, et en partenariat avec Toulouse Métropole, en préambule de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes le 25 novembre, diffusion sur le mobilier urbain pour information, à savoir 55 faces d'affichage et 4 écrans digitaux sur une période de 3 semaines. Voilà, cette information avait également été relayée sur les 2 écrans qui étaient situés dans le hall de l'accueil de l'hôtel de ville. Il y a aussi la valorisation des créations artistiques autour des violences qui sont faites aux femmes. En partenariat, donc avec l'association que vous avez citée, Monsieur le maire, précédemment, sur les subventions, en partenariat avec le collectif d'artistes CISART, l'École des arts urbains continue son action de promotion des cultures urbaines, notamment à travers la découverte du graphe dans les écoles et collèges blagnacais. Après plusieurs expériences réussies, une fresque de 8 mètres va être réalisée sur le mur du gymnase de l'école René Cassin autour de la notion du vivre ensemble. Au sein du collège Guillaumet, les passionnés de street art pourront poursuivre ce projet de fresque et de création de slogans pour dénoncer les violences qui sont faites aux femmes et ainsi sensibiliser leurs camarades. Concernant la prévention et la lutte contre les stéréotypes sexistes, la valorisation de la mixité des métiers, dont ma collègue a parlé tout à l'heure, avec l'action de la Maison de l'Emploi, promouvoir la place des femmes dans les métiers scientifiques. Des actions de sensibilisation contre les stéréotypes à l'attention des enfants. La lutte contre la précarité, le programme de réussite éducative avec le plan local d'insertion par l'emploi. Enfin, la garantie d'un égal accès à la culture, au sport et aux loisirs et à la promotion d'une culture de l'égalité. Des actions qui permettent de valoriser ou de développer la place des femmes, exemple le soutien des associations sportives et culturelles, la run des citoyennes, à l'initiative des conseils de quartier au-dessus des Grands Nobles. Concernant la run des citoyennes, quelques mots. La 2e édition de la run citoyenne était organisée à l'occasion de la journée évidemment internationale du sport féminin et de la journée des droits de femmes. Cette manifestation, créée à l'initiative de la maison de quartier Audi Sud, consiste en une course non chronométrée à pied, à vélo ou en trottinette qui réunissent les mères-filles et les pères-filles. Et comment ne pas terminer cette présentation sur cette égalité homme-femme sans parler de ces 147 femmes qui ont été tuées depuis le début de l'année. Et je voudrais particulièrement avoir une pensée pour toutes les familles. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions? Moi, je voudrais souligner quand même ici, effectivement, l'effort, non seulement l'effort que nous avons porté, mais l'effort qui a été accompagné aussi par le milieu associatif autour de cette question qui est une question sensible. Et c'est vrai que sur les violences faites aux femmes notamment, c'est un sujet sensible, compliqué, parce qu'il n'est pas toujours évident de permettre aux femmes qui subissent des violences d'aller vers la démarche, notamment celle de dépôt de plainte. C'est des choses compliquées et donc l'accompagnement est nécessaire. Et je voudrais ici vraiment remercier, bien sûr, Bernadette Guéry, Fouzia Benama, et également Marie Scojol, pour ne citer qu'elles qui suivent ces dossiers, mais remercier aussi les services qui, avec elles, s'intéressent et prennent en charge ce dossier.
Bon, il n'y a pas de vote puisque c'est un rapport qui est présenté. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Il n'y a pas de questions diverses. Alors moi, j'en ai une. Tu te poses une question? Non, j'ai une remarque. D'ailleurs qu'en fait, lors du débat d'orientation budgétaire, M. Loumagne avait fait part de ses interrogations, même de sa révolte, par rapport au fait que nous n'accompagnions pas suffisamment les demandeurs d'emploi. Je voudrais simplement dire à M. Loumagne la chose suivante. Simplement, sur l'année 2019, nous avons organisé 17 jobs dating. Nous avons mobilisé 78 entreprises. Nous avons reçu 568 candidats pour lesquels 30% d'entre eux ont été recrutés. Voilà, simplement ces quelques chiffres pour vous dire qu'effectivement, nous sommes aussi capables de mobiliser les entreprises, de mobiliser les candidats, mais ça ne suffit pas. Surtout, de pouvoir ensuite leur offrir un job. Ça veut dire 170 de ceux qui ont été suivis ont effectivement été recrutés. Donc voilà, je voulais apporter cette précision parce qu'effectivement, je comprends l'émotion dont a fait part M. Loumagne. Je voulais le rassurer en lui disant que nous ne restions pas les deux pieds dans le même sabot. Il n'y a pas d'autres questions? Si, M. Loumagne. Bon, il n'empêche qu'on peut considérer que c'est insuffisant par rapport à la puissance de feu que nous avons sur Blagnac en matière d'entreprise, enfin tout le bassin économique, on va dire, comme je dis, 40 000 emplois, c'est qu'il y a du monde qui emploie. On sait qu'il y a, je ne sais pas moi, des hôtels, peu importe. Voilà, c'est tout. Si vous le permettez, si vous ne le permettez pas, je m'arrête. Peut-être un petit peu hors sujet, mais comme on est en campagne électorale, mais vous m'arrêtez quand vous voulez si vous trouvez que c'est incongru. Nous avons tous, enfin en tout cas certains d'entre nous, reçu un petit prospectus annonçant une prochaine liste. Je voulais savoir si vous aviez des informations, parce que moi j'en ai aucune. J'ai simplement eu la lecture. Alors j'ai vu qu'il y avait du vert, il y a beaucoup de vert, mais il y a aussi un avion et du bleu, enfin il y a une Garonne stylisée. Alors je ne sais pas, il est toujours intéressant, je ne suis pas candidat, c'est monsieur Pozza, mais il est toujours intéressant de savoir qu'il y a une troisième liste possible, et ça ne va faire que mettre un peu de piment dans cette campagne. Si vous avez des informations, alors, je suis preneur à titre purement de curiosité, hein, ça n'a rien de politique, bien entendu. J'entends tout à fait. En fait, à mon avis, c'est l'invité mystère, quoi. Hein, donc nous verrons comment l'invité mystère se dévoile. À un moment, il y a des émissions de télé, à un moment, l'invité mystère se dévoile et tout le monde dit « Ah, c'était lui ». Moi, je suis comme vous. Je regarde le dessin, tiens, je me dis, il y a peut-être quelques signaux sur ce dessin. Ou elle, peut-être. Il ou elle. Comment? Il ou elle. L'invité est ou est. Non, oui, parce qu'il y a... Le problème, c'est que le E est muet. Pour rebondir sur l'égalité, femmes-hommes, c'est peut-être elle. Oui. Allez savoir. Mais les Anglais disent wait and see, donc on va faire ça. Hein? Voilà. Merci à tous. Je vous souhaite bien sûr de très très belles fêtes de Noël, et comme nous nous reverrons pas, et avec de l'avance, je vous souhaite aussi une bonne année 2020. Merci.